Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui va certainement un peu vous emmener ailleurs, permettre de vous évader un peu par rapport peut-être à certaines des thématiques auxquelles vous êtes peut-être plus familiers. Et je vais vous parler d'astronomie dans le domaine radio et d'un cas particulier de thématique astrophysique qui est étudiée en astrophysique moderne, qui est la thématique des accélérateurs de particules. Alors, tout d'abord, pour clarifier un peu le fil conducteur que je vais adopter tout au long de cette présentation, d'abord des mots-clés importants, radioastronomie et accélérateur de particules. Eh bien, je vais m'efforcer de vous donner quelques éléments d'information qui vont vous permettre de savoir de quoi je parle quand je parle de radioastronomie ou de ce qu'est un accélérateur de particules. Et évidemment, pour faire le lien dans cette présentation, je vais m'efforcer de vous expliquer en quoi la radioastronomie va nous donner des informations pertinentes sur les processus d'accélération de particules dans l'univers. Et je terminerai par quelques mots d'explication relatifs à quelques exemples d'accélérateurs de particules qui sont répertoriés et bien connus dans l'univers. Alors, première grande question, qu'est-ce que la radioastronomie? Alors, la radioastronomie, je vais m'essayer à une petite définition. Je vais lire avec vous, domaine de l'astronomie qui consiste en l'observation et par extension l'interprétation des phénomènes naturels émettant du rayonnement radio dans l'univers. Alors, rayonnement radio, vous connaissez le spectre électromagnétique avec les différentes classes de rayonnement, les différents domaines spectraux, avec pour les plus hautes énergies, les plus hautes fréquences, les rayons gamma, et à l'opposé, vous avez les ondes radio, avec les longueurs d'onde les plus longues et les fréquences les plus basses. Donc ici, en radioastronomie, qu'est-ce qu'on fait? On s'intéresse à ce qui se passe dans cette partie-là du spectre électromagnétique, donc à l'opposé des rayonnements les plus énergétiques. Alors je dois d'emblée vous dire que c'est essentiel d'explorer des domaines spectraux variés. Je prends toujours l'exemple de notre perception oculaire, qui, comme par hasard, est qualifiée de domaine visible. Ce n'est pas pour rien, c'est la réponse visuelle de nos organes photosensibles, et en gros, nous on est sensible à ce qui se passe là. Un tout petit domaine de longueur d'onde, un tout petit domaine de lumière. Et nous sommes capables, avec des petites différences peut-être, mais de discerner différents types de couleurs. On peut voir le bleu, le jaune, le vert, le rouge. Je prends toujours cet exemple où je vous demande, imaginez que vos yeux ne soient capables de discerner que ce qui est bleu autour de vous. Vous verrez pas mal de choses, mais des choses échapperaient à votre perception. Vous ne verrez pas le rouge, le jaune, le vert. Mettons que vous voyez seulement le rouge, vous ne voyez pas le bleu, vous ne voyez pas le jaune, vous ne voyez pas le vert. Donc vous avez seulement une petite partie de l'information. Mais les astrophysiciens ils sont confrontés à ce problème-là, mais de manière beaucoup plus globale. Nous avons besoin des informations qui sont obtenues dans tous les domaines spectraux, même au-delà de notre spectre visuel, pour collecter toutes les informations nécessaires pour comprendre les environnements astrophysiques. C'est pour ça que ça a du sens de développer de l'astronomie en dehors de l'astronomie classique dans le domaine visible, et notamment dans le domaine radio. Donc on accède à des informations qui sont complémentaires par rapport à celles qu'on peut obtenir uniquement avec des télescopes classiques qui fonctionnent dans le domaine dit visible. Petite remarque, je parle de radioastronomie, usuellement c'est ce qu'on dit, on parle de radioastronomie, mais je pense qu'il est beaucoup plus pertinent de parler d'astrophysique radio. La nuance est plus qu'une nuance, c'est une vraie différence conceptuelle, puisque la différence entre l'astronomie et l'astrophysique, l'astronomie c'est essentiellement descriptif. On décrit ce qu'on voit, on recense, on décrit, on caractérise, mais on ne donne pas forcément d'explication au sens physique de ce que l'on observe. L'astrophysique intervient lorsque l'on fait usage de lois de la physique pour interpréter ce que nous observons en astronomie. Et donc la dimension purement contemplative de l'astronomie, c'est le passé, je dirais. Maintenant, en recherche moderne, on parle vraiment d'astrophysique, on interprète les phénomènes sur base des lois physiques. Donc, la radioastronomie, on pourra aussi la qualifier d'astrophysique radio. Alors comment est-ce que ça a commencé? Par accident. Par accident, dans les années 1930, avec Karl Jansky, qui est un ingénieur, une compagnie privée aux États-Unis, et qui essaie de développer un équipement pour détecter des ondes radio, mais à des fins de télécommunication. Il était hors de question de l'utiliser pour observer le ciel, surtout qu'à l'époque, on croyait
à tort, qu'il était impossible de mesurer des ondes radio en provenance de sources célestes, parce qu'on pensait que la très haute couche de l'atmosphère, l'ionosphère, était en fait opaque au rayonnement radio. En fait, elle l'est, mais à très basse fréquence, mais ça on ne le savait pas vraiment dans les années 30. Et donc il a testé son équipement, donc ça c'est un équipement de mesure. Je sais que ça ressemble davantage à un dispositif pour faire sécher le linge dans le jardin, mais c'est un instrument de mesure, c'est une antenne radio. Et en voulant calibrer son instrument, il y avait un signal gênant qu'il mesurait systématiquement. Ça l'embêtait, il voulait s'en débarrasser. Il n'y arrivait pas. Il a tenté de caractériser ce signal et il a remarqué qu'il y avait une récurrence, une périodicité dans ce signal qui revenait toutes les 23h56 minutes. Ce n'est pas 24 heures, c'est 23h56 minutes. Et 4 minutes de moins. On se dit, oh, c'est pas grave, 4 minutes, qu'est-ce que ça fait sur une journée? Ben, en astronomie ou en astrophysique, ça fait toute la différence. Parce que 23h56 minutes, c'est ce qu'on appelle le jour sidéral. Alors je vais vous dire ce que c'est. Imaginons que, ben, voilà, Vicky, tu vas jouer le rôle du Soleil. Tu veux bien? Je suis la Terre. Je suis en orbite autour du Soleil. Je tourne comme ça. Mais je tourne aussi sur moi-même. Donc je fais un tour sur moi-même. Hop, je retrouve le Soleil à la même place. Oui, mais le temps que je fasse mon tour sur moi-même, je me suis déplacé sur mon orbite. Donc je tourne sur moi-même et je me suis déplacé. J'ai fait un tour sur moi-même, mais Vicky, elle n'est pas là. Je dois tourner encore 4 minutes pour la voir. Donc nos 24 heures, c'est le temps requis pour que je revoie le Soleil exactement à la même position que la veille. 4 minutes de moins, c'est un tour de 360 degrés sur moi-même, donc par rapport à des repères lointains comme les étoiles. Donc ça veut dire que la source, ce n'est même pas le Soleil, c'est bien plus lointain que ça. Karl Jansky a détecté, sans le savoir à l'époque, il l'a su peu après, essentiellement une émission radio qui va du centre de notre galaxie. C'était la première détection d'ondes radio en provenance d'une source cosmique. Et ça fournit la preuve que les rayonnements radio, ça passe quand même à travers l'ionosphère. Par conséquent, ça a ouvert la voie à un nouveau pan de l'astronomie. Et le premier chercheur qu'on pourrait qualifier d'astrophysicien radio, c'est Louis Grote-Reber, américain, qui, ayant eu vent des résultats de Karl Jansky, il a construit une antenne radio dans la cour derrière son jardin. Voilà, l'image à droite, il a construit ça. Voilà. Et sa contribution majeure a été la suivante. Il est le premier à avoir vraiment mené des observations dédiées à l'astronomie dans le domaine radio. Et ce faisant, il a détecté plusieurs sources radio très brillantes, que c'est quand même un équipement pas hypersensible, mais c'était le premier qui était utilisé à cet effet. Et il a détecté pas mal de sources brillantes qui sont encore beaucoup étudiées à ce jour. Et autre chose extrêmement intéressante, c'est qu'il a eu cette idée très pertinente de ne pas seulement observer dans un domaine de fréquence radio, mais à plusieurs fréquences, pour avoir une information sur le flux en cours radio en fonction de la fréquence, ce qu'on appelle un spectre. Il a obtenu les premiers spectres. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a pu repérer que les propriétés spectrales de ces sources étaient typiques de ce qu'on appelle du rayonnement synchrotron. Je vais revenir là-dessus, plus tard dans cet exposé. Et la particularité du rayonnement synchrotron est qu'il est émis par des électrons dits relativistes. Ce sont des électrons qui se déplacent à une vitesse très proche de celle de la lumière. Sa découverte est qu'une fraction majeure des sources radio dans l'univers sont capables d'accélérer des électrons jusqu'à des vitesses relativistes. Parmi les toutes premières observations qui ont été faites, ont mis en évidence le caractère accélérateur de particules de certaines sources dans notre galaxie et au-delà. Alors, suite à ça, forcément, ça s'est développé davantage, avec juste quelques exemples pour illustrer mon propos avec des instruments un peu plus modernes, avec voilà, le Dwingeloo dans le nord des Pays-Bas, voilà, ça fait 25 mètres de diamètre, 64 mètres pour Parkes, 100 mètres pour Effelsberg. Vous voyez que c'est des grands télescopes. Hein. Donc, en fait, la raison, très brièvement, c'est que pour bien faire, on veut une qualité d'image qui soit la meilleure possible, donc pouvoir résoudre des détails très fins. L'ordre de grandeur du détail que l'on peut résoudre, c'est la longueur d'onde divisée par la taille du télescope. On a intérêt à ce que cette longueur d'onde sur taille du télescope soit la plus petite possible. Mais la longueur d'onde, elle est grande en radio. Donc le numérateur est grand, si on veut que la fraction soit petite, il faut que le dénominateur soit grand aussi, donc il faut des grands télescopes.
Et ce besoin en grand télescope, il a motivé le développement de techniques très particulières d'interférométrie. D'ailleurs, il y a un prix Nobel pour Martin Ryan pour le développement de ces techniques-là en 1974, où on a plusieurs télescopes qu'on utilise simultanément, dont on combine le signal pour faire comme si, entre guillemets, on avait un immense télescope qui peut faire des centaines de mètres, voire des kilomètres, voire des dizaines de kilomètres. Et on va même plus loin avec des observatoires maintenant où il y a des télescopes séparés de milliers de kilomètres pour avoir des détails hyper fins. Ça, c'est pour le développement de cette radioastronomie, suite à ces premiers résultats très encourageants il y a plusieurs décennies. Alors, juste pour terminer sur ce que je raconte sur cette radioastronomie, donc, ça a ouvert un domaine tout à fait nouveau et donc une source complémentaire d'informations pour les astrophysiciens. Bon nombre de phénomènes, pour ne pas dire tous les phénomènes observés dans le domaine radio, ils sont hors de portée des télescopes dans le domaine visible. Donc c'est un autre aspect complémentaire de la réalité astrophysique que l'on peut étudier grâce à ce type de technique. Et autre chose, peut-être a priori paradoxale, mais c'est grâce à l'ouverture de l'astrophysique radio qu'on a donné une petite impulsion à ce qui est devenu l'astrophysique des hautes énergies plus tard, donc l'autre extrémité du spectre électromagnétique. Pourquoi? Grâce aux résultats de Groth-Reber, on trouve des particules de très très haute énergie, relativistes, donc elles doivent aussi s'exprimer dans le domaine des hautes énergies de photons, cette fois, avec des rayons X et des rayons gamma. Et en effet, ça a été confirmé par la suite également. Donc dans le cadre de la thématique de cette présentation sur les accélérateurs de particules, j'insisterai sur quelques points clés. D'abord, la vision multifréquentielle de l'univers. Les accélérateurs de particules s'expriment dans divers domaines spectraux, dont le radio et les hautes énergies. L'extension, la portée astrophysique des observations astronomiques, parce que le radio a révélé des choses tout à fait insoupçonnées, et ce développement conjoint de l'astrophysique radio et de l'astrophysique des hautes énergies. Et ça, c'est des choses qui sont de valeur prépondérante pour l'étude de la thématique des accélérateurs de particules. Alors, juste un exemple que je vais montrer en termes de vision multifréquentielle de la galaxie. Tu souris parce que la figure te dit quelque chose, j'imagine. Je ne vais pas commenter toute la figure, je vais juste vous dire qu'en gros, ceci, c'est une vision de notre galaxie. La galaxie, c'est quoi? C'est l'espèce de grande structure dans laquelle nous sommes, qui compte environ 200 milliards d'étoiles, c'est un ordre de grandeur, avec la matière qui se répartie dans un disque, avec une plus grande densité vers le cœur, et aussi quelques étoiles en dehors du disque, mais l'essentiel de la matière est dans le disque. Mais ce disque, on ne le voit pas de l'extérieur, on est dedans. À quoi ça ressemble un disque quand on est dedans? À une structure allongée. C'est exactement ce qu'on voit là, mais on la voit à différents domaines spectraux, avec les plus basses énergies, radio, jusqu'aux plus hautes énergies, les gamma. Avec, en intermédiaire, différents domaines radio, infrarouge, visible, rayons X, etc. Mais ce sur quoi je vais juste insister, faute de temps, c'est les deux opposés, radio, gamma. La distribution lumineuse à ces domaines de longueur d'onde extrême se recouvre totalement. Pourquoi? C'est la même physique qui agit en dessous, c'est des particules qui ont été accélérées jusqu'à des vitesses relativistes. En haut, en radio, c'est surtout des électrons, et ici, à des énergies de plusieurs, au-delà de 100 mégaélectronvolts, ce sont des protons relativistes. Donc ça s'exprime dans des domaines spectraux différents, mais la physique sous-jacente, c'est la même, c'est celle de l'accélération des particules qui accélère à la fois des électrons, des protons, voire de l'hélium, d'autres noyaux plus lourds que l'hélium. Donc il y a vraiment un recouvrement remarquable des domaines extrêmes du spectre électromagnétique. Alors, qu'est-ce qu'un accélérateur de particules maintenant? Je m'essaye aussi une petite définition. Je dirais, en toute généralité, je lis avec vous, tout système susceptible de transférer de l'énergie depuis un réservoir donné vers des particules, conduisant donc à leur accélération. Autrement dit, en termes de principe physique de base, on a un système de conversion d'énergie. On prend de l'énergie quelque part, on la met ailleurs. Autrement dit, pour prendre le problème à l'inverse, on sait qu'il y a des particules très relativistes, très énergétiques, donc l'énergie avait bien être quelque part. La question qui va se poser, c'est d'où vient-elle? Et quand ce transfert d'énergie est suffisamment efficace et quantitatif, les particules atteignent justement ce régime relativiste, avec des vitesses très proches de la vitesse de la lumière. Quand je dis très proche, ce n'est pas 60-70%, hein. C'est 99,999 quelque chose. Hein.
Donc on est vraiment très proche de la vitesse de la lumière. Alors globalement, que faut-il pour qu'un environnement astrophysique soit un accélérateur significatif de particules? Ben déjà, il faut ce réservoir d'énergie initiale, il faut qu'il soit abondant. Typiquement, c'est dans de l'énergie mécanique qu'on va aller chercher, énergie cinétique par exemple. Je reviendrai là-dessus, c'est l'exemple le plus marquant. On a des grands mouvements de matière à de grandes vitesses, masse en mouvement, du même V carré, énergie cinétique. On a une quantité d'énergie disponible qui peut alimenter un processus d'accélération. Il faut la transférer quelque part, cette énergie, à des particules. Donc il faut une population de particules disponibles. Et typiquement, les particules dont on a besoin, ça doit être des particules chargées, puisque c'est sur des particules chargées que des mécanismes d'accélération vont pouvoir avoir une emprise. Bon, protons, électrons, et voire, comme je disais, des éléments plus lourds que ça. Et enfin, il faut un mécanisme d'accélération, donc ce qui, à l'interface, va prélever l'énergie dans le réservoir pour le communiquer aux particules. Alors pour communiquer de l'énergie, on pourrait penser à diverses choses, appliquer une force, transmission de quantité de mouvement, pas des collisions par exemple, on peut penser à diverses choses, et on va essayer un petit peu de voir maintenant quel genre de mécanisme on peut envisager, en tout cas ceux qui sont considérés comme étant parmi les plus pertinents, quantitativement, pour accélérer des particules. Ce ne sera pas exhaustif, mais je vais insister sur ce qu'il y a de plus essentiel. Une approche majeure qui a été proposée, et qui reste toujours d'actualité, a été proposée par Enrico Fermi, avec le mécanisme qui porte son nom, mécanisme de Fermi. Alors, je vais me forcer simplement d'écrire un peu ce qui se passe. Donc, dans l'idée de Fermi, on considère un environnement, ça peut être interstellaire, intergalactique, peu importe, dans lequel il y a un champ magnétique. Et ça, on sait que le champ magnétique, il y en a partout. Ce champ magnétique, contrairement à l'image que l'on extrait toujours des manuels de physique élémentaire, ces champs magnétiques, ils ne sont pas bien ordonnés, bien gentils. Ils ont souvent de composantes turbulentes assez marquées. Autrement dit, les lignes de champ ne sont pas gentiment parallèles, il peut y avoir des espèces de nœuds de lignes de champ. Donc ça peut être complètement désordonné. Et on peut avoir des poches de gaz ionisé appelle ça un plasma, dans lequel il y a un champ magnétique assez désordonné, et ces poches peuvent se déplacer plus ou moins aléatoirement dans un grand volume d'espace, comme je le disais, interstellaire ou intergalactique. Fermi, quand il a d'abord tenté de formaliser un peu son idée, il a considéré que ces poches de gaz magnétisé turbulent se déplacent à une vitesse, on va dire la même vitesse, même amplitude V, pour faire simple, la même en amplitude, mais pas en direction. Donc déplacement aléatoire de toutes ces composantes turbulentes au champ magnétique. Maintenant, voyons ce qui se passe quand un électron se déplace dans le milieu. Un électron est une charge. Je reviens à un concept de base de physique. Que se passe-t-il quand une charge électrique se déplace dans une région de l'espace où règne un champ magnétique? Une force va lui être appliquée. La force va modifier l'état de mouvement de la particule. Autrement dit, la trajectoire de la particule, ce ne sera pas une gentille ligne droite. C'est ça tout le problème de déplacement des particules chargées dans l'univers. Ce n'est pas des lignes droites, parce que le champ magnétique, il est dévie en permanence. Une manière de se représenter cette trajectoire un peu erratique des particules chargées dans un environnement comme celui-là, c'est de considérer l'électron, quand il va arriver à proximité d'une zone très turbulente, il va pouvoir être redistribué plus ou moins aléatoirement dans n'importe quelle direction. Il peut partir dans une autre direction, ou être réfléchi même. Voilà. D'où l'idée de Fermi d'appeler ces petits graboudillas verts là, sur le schéma des miroirs magnétiques. Et Fermi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de mettre en équation l'idée selon laquelle ces électrons, par exemple, quand ils se déplacent, électrons, protons ou autres, quand ils se déplacent, ils peuvent éventuellement, comme illustré par les flèches rouges ici, l'électron peut très bien aller à la rencontre de ces miroirs magnétiques, entre guillemets, mais dans une espèce de collision frontale, être renvoyé. Autre cas de figure qui peut se présenter, là, l'électron va à la rencontre de ces miroirs magnétiques, mais qui va à l'opposé. Donc c'est une collision arrière et non plus une collision frontale. Et quand il y a ces interactions entre l'électron et ces
miroir magnétique entre guillemets, il y a transmission de quantité de mouvement et échange de quantité de mouvement. Le traitement statistique de toutes ces collisions avec toutes les structures turbulentes a conduit Fermi à montrer qu'en fait, les particules embarquées dans ce genre de processus, mais des collisions, il y en a à l'appel, elles s'enchaînent les unes après les autres, ce n'est pas une seule, hein. Donc c'est un processus multi-étapes, eh bien on aboutit à un gain significatif d'énergie pour les particules. Et il est arrivé à ce résultat que le gain fractionnaire en énergie, donc delta E, donc l'énergie après moins l'énergie avant, hein, une collision par exemple, divisé par l'énergie de la particule qu'elle avait au départ, donc ce gain relatif en énergie, il est proportionnel à V sur C. V c'est quoi? C'est la vitesse des miroirs magnétiques. C c'est la vitesse de la lumière. Mais au carré. Au carré. Donc de second ordre en V sur C. Ce qui veut dire que si par exemple vous avez des vitesses de l'ordre de 3000 km par seconde, c'est beaucoup, mais ça existe, dans le milieu interstellaire ou intergalactique, ça existe. 3000 km par seconde, C 300 000 km par seconde. Donc V sur C c'est 1 sur 100. V sur C carré c'est 1 sur 10 000. Ce n'est pas grand-chose. Donc il faut beaucoup d'interactions avec ces turbulences magnétiques pour accélérer les particules. Donc ce n'est pas un processus extrêmement efficace. Mais Fermi avait déjà anticipé le fait que une variante de ce mécanisme-là, si on pouvait imaginer une condition physique qui permette aux collisions d'être toutes frontales entre les miroirs magnétiques et les particules et pas des collisions vers l'arrière, la transmission d'énergie serait beaucoup plus efficace et ce ne serait pas V sur C au carré, ce serait V sur C. Donc déjà à l'époque, il avait anticipé ça en disant si on rencontre des conditions astrophysiques permettant d'avoir uniquement des collisions frontales entre les particules chargées et la turbulence magnétique, là on a un gain substantiel en efficacité. Donc en réponse à ce besoin de collision frontale uniquement pour avoir un processus très efficace, une variante a été développée pour ce mécanisme d'accélération, hein, qu'on appelle une accélération diffusive par les chocs, c'est le nom officiel qu'on lui donne depuis maintenant une trentaine d'années. Là, on a besoin de chocs hydrodynamiques. Alors, juste quelques mots sur un choc. Un choc, c'est quelque chose qui se produit dans des fluides, au sens où on l'entend ici. Donc je ne parle pas d'un choc, par exemple, si je lance la bouteille violemment contre un mur, il y aura un choc, et ce n'est pas ça que je parle. D'accord ? Je parle de choc au sens hydrodynamique dans un écoulement de fluide. Un choc, qu'est-ce que c'est ? C'est une discontinuité dans un écoulement. Donc vous avez par exemple une matière éjectée à grande vitesse qui rencontre un nuage de gaz. Il y a une discontinuité entre la matière qui arrive et la matière après le choc, et ça se propage comme ça. Il y avait le front du choc, vous avez le front du choc, et vous avez la matière ou l'écoulement pré-choc et l'écoulement post-choc. Donc il y a deux régions séparées par le front du choc. Typiquement, un choc, pour revenir à des considérations énergétiques, c'est un système, on appelle en physique, dissipatif. Donc il dégrade l'énergie mécanique en énergie thermique. L'énergie mécanique, elle vient d'où ? On a cet écoulement, plein de matière, de la masse, à une certaine vitesse, qui se déplace. Donc, à 2mv carré, on a de l'énergie cinétique, énergie mécanique. Au niveau du front du choc, on redistribue un peu l'énergie, et après, on a moins d'énergie mécanique, parce qu'une partie a été convertie en énergie thermique. Ce qui veut dire que l'écoulement est plus lent après le front du choc qu'avant, puisqu'il y a moins d'énergie cinétique disponible. Oui. C'est un choc avec une particule, par exemple l'électron, et donc il prend aussi l'énergie ? Justement, pas encore. Mais oui, on n'est pas encore là. Là, je parle de l'écoulement, mais ça va venir. Ça va venir. L'électron, ça va venir. Donc, ici, ce système de choc, il présente une asymétrie. La zone avant choc, la zone après choc. Maintenant, je vais me mettre dans une situation où je suis en gros, je vais considérer que je suis dans l'écoulement. Je vais vous demander d'avoir une espèce de petite expérience par la pensée pour se représenter les choses. Admettons que voilà, la zone pré-choc soit ici, le front du choc est devant moi, et la zone post-choc est après. Je me déplace avec l'écoulement pré-choc. Donc je m'approche du front du choc à une vitesse V1. La zone post-choc s'éloigne du front du choc, mais elle s'en éloigne moins vite que moi je ne m'approche du front du choc. Donc de mon point de vue, la zone post-choc se rapproche de moi. À quelle vitesse ? V1 moins V2. J'ai changé de côté maintenant.
Je suis dans la région post-choc. Le front du choc est là. Je m'éloigne du front du choc à ma vitesse. Je regarde ce qui se passe au-delà du choc. La région pré-choc, elle se rapproche du front du choc, mais à une vitesse supérieure à celle de mon éloignement par rapport au front du choc. Donc, ce que je vois, la région pré-choc, s'approche de moi à une vitesse V1-V2. Donc, quel que soit mon point de vue, je vois le plasma de l'autre côté du front du choc qui s'approche de moi, dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc, j'ai une symétrie maintenant. Ce qui veut dire que si maintenant je reprends les éléments du mécanisme de Fermi, que je les greffe là-dedans, et bien, turbulence magnétique, avec turbulence magnétique, on va considérer en première approximation comme figée dans le plasma. Mais quand je suis d'un côté du front du choc, je vois la turbulence magnétique s'approcher à une certaine vitesse. Quand je suis de l'autre côté, je vois la turbulence magnétique s'approcher à la même vitesse. Donc les électrons, mettons qu'on a un électron dans le milieu, il faut qu'il soit plus rapide que le choc, sinon ça ne sera pas traversé. Donc il faut que ce soit suffisamment rapide. Il faut une énergie, une vitesse minimum pour l'électron. Il traverse, mettons qu'il soit réfléchi par la turbulence magnétique, il peut être réfléchi à nouveau, et ainsi de suite, de manière successive. À chaque fois, il y a une collision, entre guillemets, qui est frontale, bam, de chaque côté, systématiquement. Donc on est dans les conditions de ce gain d'efficacité que Fermi espérait, mais cette fois, il faut le mettre dans les conditions des chocs pour que ça puisse se produire. Exactement. Et là, vous avez un accélérateur de particules qui, conceptuellement, est tout aussi correct que le mécanisme original de Fermi, si ce n'est qu'ici, il est plus efficace, parce que c'est en V sur C et non pas en V sur C carré. Donc là, on a ce mécanisme. Oui, justement. Donc là, j'ai juste dans mon schéma représenté les cas, je dirais, de réflexion quasi pure, pour illustrer le principe de ce processus itératif qui permet de gagner l'énergie de ces collisions, on va dire. Mais à chaque interaction, il y a une probabilité que l'électron parte, qui quitte la région d'accélération. Et ça, c'est le point suivant que je voulais aborder, c'est que ces électrons, ils vont gagner beaucoup d'énergie à condition qu'ils restent longtemps piégés, entre guillemets, dans cette région d'accélération. Mais ceux qui quittent cette région assez tôt, ils ont gagné un peu d'énergie, mais pas beaucoup. Ceux qui restent très longtemps, ils ont gagné beaucoup d'énergie. Donc ça conduit à une distribution d'électrons en fonction de leur énergie, où on a beaucoup plus d'électrons de plus basse énergie et beaucoup moins d'électrons de plus haute énergie. Ce qui est une distribution qui n'est pas du tout, mais pas du tout, la même que les particules de départ qu'on a accélérées, puisqu'elles sont dans le plasma dit thermique, donc théorocinétique des gaz, elles ont des vitesses en fonction de la température du plasma, et ce n'est pas du tout la même forme. C'est pour ça que ces populations relativistes sont qualifiées de particules non thermiques, parce qu'elles n'obéissent pas à une loi qui dépend de la température. C'est complètement indépendant, ça résulte de ce mécanisme-là. Alors maintenant, on va faire le lien entre les deux. Radioastronomie, accélérateur de particules. Et voilà, il faut du rayonnement que l'on puisse mesurer et qui soit en lien avec ces populations relativistes. Le rayonnement synchrotron, c'est ce dont on a besoin dans le domaine radio. Dans le domaine radio, le rayonnement synchrotron est le seul processus qui répond à ces critères-là. Pour cela, il faut une population d'électrons relativistes et un champ magnétique. Quand on a les deux, on aura du rayonnement synchrotron. Le rayonnement synchrotron, typiquement, voilà, on a de nouveau des électrons relativistes. Il y a une force magnétique qui sont en mouvement dans un champ magnétique, ce qui chauffe l'état de mouvement, et les électrons vont adopter un mouvement hélicoïdal autour des lignes de champ. Et l'électrodynamique nous dit qu'une particule qui est sous l'action d'une accélération va émettre du rayonnement. Dans ce cas-ci, dans ces conditions-là, ce sera du rayonnement synchrotron. Donc, si on inverse tout ça, ça veut dire que si je détecte du rayonnement synchrotron, j'ai identifié un accélérateur de particules. Alors, juste pour vous montrer l'allure typique d'un spectre synchrotron. Parce que c'est bien beau de dire, bon, le synchrotron sera dans le domaine radio, mais détecter du rayonnement radio ne veut pas forcément dire que c'est du rayonnement synchrotron. Il faut encore s'assurer que sa signature dite spectrale soit conforme au rayonnement synchrotron. Alors, je porte ici juste en graphique, c'est la manière habituelle de le représenter, le flux en fonction de la fréquence des photons synchrotrons, mais en logarithme.
Parce qu'en fait, le spectre synchrotron, c'est une loi de puissance. Une loi de puissance, quand on la met en logarithme, c'est beaucoup plus simple, ça fait une ligne droite. Donc on la représente en logarithme. Et donc ça ressemble à ça, avec plus de flux à plus basse fréquence qu'à plus haute fréquence, qui est la conséquence du fait qu'on a plus d'électrons à plus basse énergie dans la population relativiste qu'à plus haute énergie. Donc si je vois ça, donc si je mesure le flux à diverses fréquences et que je vois que je les porte en graphique et que ça fait une belle droite, avec une pente négative, c'est des rayonnements synchrotrons. C'est la signature typique. Et il n'y a rien d'autre qui peut être responsable de ça. Et c'est ce que Grothe-Reber a vu quand il a fait ses premières observations en plusieurs fréquences, avec son télescope dans la cour derrière sa maison. C'est ce qu'il a fait. Il a pris plusieurs mesures et il a vu ça. Il a dit, c'est des rayonnements synchrotrons. Alors, des exemples maintenant, pour rentrer plus dans le concret. Maintenant qu'on est équipé de toute une série de concepts, on va les mettre en pratique dans des cas connus, avérés, étudiés en astrophysique. Tout d'abord, dans notre galaxie, les accélérateurs de particules les plus notables, plus remarquables, sont ce qu'on appelle les résidus de supernova. Alors, juste quelques mots. La supernova, vous savez certainement que c'est l'épisode, je dirais, explosif, violent, qui ponctue l'évolution de certaines étoiles. En particulier, bon nombre de supernovas, une fraction importante des supernovae, viennent de la fin de vie des étoiles les plus massives. Avec le cœur des étoiles les plus massives, qui ont des masses initiales de 8 à 10 fois la masse du Soleil ou plus. Le cœur s'effondre pour former une étoile en neutron ou un trou noir, mais les parties externes sont expulsées à grande vitesse. Ça, c'est l'explosion de supernova. Mais cette matière éjectée, elle continue son chemin. Elle est éjectée après l'événement explosif, mais cette matière continue à se propager. Elle va être capable de générer des chocs très importants. Alors, cette explosion stellaire, elle va libérer une très grande quantité d'énergie mécanique. En joule d'ordre de 10 exposant 44. Et quasi toutes les supernovas, c'est à quelques pourcents près, c'est la même quantité d'énergie. Ordre de grandeur, 10 exposant 31 fois la bombe d'Hiroshima. Donc on a un réservoir d'énergie abondant quand une supernova explose. Donc on peut déjà cocher la case pour notre accélérateur de particules. Ça, c'est bon. Il faut que l'interaction de la matière... il faut qu'on ait un mécanisme d'accélération, et là, ce qu'on a, on a cette matière expulsée à grande vitesse qui interagit avec le milieu environnant, donc on a des chocs. On a des chocs, donc on a des conditions qui sont favorables pour que le mécanisme diffusif dont j'ai parlé entre en action, et qui plus est, j'insiste sur le fait qu'on a des vitesses d'expulsion, surtout au début du développement de la supernova, très élevées. On a des milliers de kilomètres par seconde. Donc le V sur C, il est grand. Et ça, c'est favorable à l'efficacité de l'accélération. Et enfin, le milieu de cette supernova, il est constitué d'un plasma, donc des particules chargées. Donc on a notre population de base dans laquelle on va épuiser celle qu'on va accélérer. Donc les conditions sont réunies pour avoir un accélérateur de particules prometteur. Et c'est le cas. Juste deux exemples d'images obtenues dans le domaine radio à quelques gigahertz de fréquence. Ce sont évidemment des fausses couleurs, comme toutes les images astronomiques que vous voyez. Même quand c'est dit dans le domaine visible, c'est des fausses couleurs, ça a été reconstruit, donc ce n'est pas toujours fidèle à ce qu'on voit avec nos yeux. Un des exemples les plus remarquables, c'est Cassiopeia A, qui est vraisemblablement associé à une supernova qui a explosé en 1667 ou 1670. Il y a des incertitudes sur les sources historiques, mais c'est cet ordre de grandeur-là, où on voit une structure qui a, je dirais, quasi circulaire, qui est en fait la projection dans le plan de ce qu'est une sphère, de l'expansion de la matière plus ou moins sphérique qui se développe. Et tout ça, c'est la signature radio du rayonnement synchrotron émis par les électrons relativistes accélérés là-dedans. Et l'autre cas, c'est un cas beaucoup plus compliqué, la nébuleuse du Crabe, associée à une supernova qui a explosé en 1054, où là, la structure est beaucoup plus complexe, parce qu'en plus de l'expansion de la matière dans un milieu qui n'est pas hyper homogène, en plus de ça, il y a au cœur un pulsar, ça c'est une autre histoire, qui contribue au rayonnement et qui vient compliquer les choses. Bon. Et voilà des exemples très étudiés d'accélérateurs de particules dans notre galaxie. Soit dit en passant, dans la galaxie, et au-delà aussi, mais notamment dans la galaxie, existe une population de particules relativistes assez abondante, qu'on appelle les rayons cosmiques, c'est le nom qu'on leur a donné historiquement, on a gardé ce nom-là. Dans notre galaxie, ils sont principalement accélérés par les résidus supernova. Toujours dans notre galaxie, un autre cas intéressant,
ben, on va reparler des étoiles les plus massives, mais avant qu'elles n'explosent en supernova cette fois. Les étoiles les plus massives, elles sont aussi extrêmement lumineuses. Leur luminosité, c'est peut-être 100 000 fois la luminosité du Soleil, voire même 1 million de fois, dans les cas plus extrêmes, la luminosité du Soleil. Autrement dit, le champ de rayonnement émis en UV et en visible par ces étoiles, il est extrêmement intense. En conséquence de cela, les couches externes de l'étoile, constituées d'ions, c'est un environnement chaud, la surface, elle est, pour ces étoiles-là, à 15, 20, 30 000 degrés, 40 000, 50 000, 60 000 degrés, donc c'est ionisé. Eh bien, les ions constitutifs de cette couche extérieure subissent l'assaut des photons avec transmission de quantité de mouvement. Si je prends ceci, je crois que la bouteille se moque complètement des photons qui le percutent. Il n'y a pas de transmission de quantité de mouvement qui va modifier son état de mouvement. Là, quand c'est des ions qui subissent un assaut répété de grand nombre de photons, eh bien, transmission de quantité de mouvement, et les couches extérieures, en fait, elles s'étendent, elles se développent. Et elles atteignent des vitesses de 1000, 2000, 3000 km par seconde. C'est ce qu'on appelle un vent stellaire. Maintenant, ces étoiles massives, elles sont, pour une très large part, ce n'est pas bien déterminé, mais c'est certainement, en restant extrêmement prudent, plus de 80%, sont dans des systèmes binaires. Autrement dit, au moins 2 étoiles en orbite autour de leur centre de masse commun. Voire même une troisième, une quatrième, ça peut être compliqué. Ça veut dire que ces 2 étoiles en orbite autour de leur centre de masse commun, chacune avec leur vent stellaire, bam, collision, à 1000, 2000, 3000 km par seconde. Donc on a des chocs. Donc on a un réservoir abondant grâce au vent stellaire, donc cette masse élevée qui est évacuée à des vitesses élevées, donc hors de grandeur, et c'est 10 exposant 20 à 21 fois la puissance d'un réacteur nucléaire civil pour faire de l'énergie, donc c'est l'ordre de grandeur. Vitesse élevée dans les chocs, donc favorable pour le mécanisme dont j'ai parlé, et le vent stellaire, il est aussi un plasma, c'est ionisé, donc on a les particules chargées, on a tout ce qu'il faut. Et en effet, c'est des systèmes qui accélèrent des particules. Voilà pour illustrer un peu ce genre de système, où ici je représente les flèches bleues, ce sont en gros, ça représente le vent stellaire. J'ai représenté un cas classique asymétrique, où un des 2 vents est plus puissant que l'autre, donc l'interaction dans les vents se replie un peu plus autour de l'étoile qui a le vent le plus faible. Et ce genre de système-là sont un peu plus compliqués, parce que les vents stellaires tout seuls, même sans collision, ils émettent du rayonnement radio. Mais ce n'est pas du synchrotron. Seule la collision des vents, en raison de l'accélération des particules et des électrons relativistes, émet du rayonnement synchrotron. Donc c'est important de connaître quelle est la signature du rayonnement synchrotron pour pouvoir le démêler de l'émission thermique des vents stellaires qui n'a rien à voir avec l'accélération de particules. Alors, un exemple que je vais montrer, le plus spectaculaire, c'est une image qu'on a obtenue pour le système le plus puissant en termes d'émission de rayonnement synchrotron dans cette catégorie-là, où on a 2 étoiles avec des vents extrêmement intenses qui entrent en collision et qui génèrent cette région d'émission synchrotron qui épouse très bien la région de collision des vents stellaires entre les 2 étoiles. Et on connaît plusieurs dizaines de systèmes de ce type-là qui donnent lieu à l'accélération de particules. Alors, dans notre galaxie, juste 2 derniers petits exemples. Donc, il faut un réservoir d'énergie mécanique. Les étoiles massives, elles ont ces vents stellaires-là, c'est bien. C'est un plasma haute température, donc on a les particules. Donc, il faut un choc. Donc, il faut que le vent rentre en collision avec quelque chose pour avoir un choc. L'exemple de gauche, c'est un cas, le seul qu'on connaisse à ce jour, où on a un vent extrêmement intense, mais qui interagit avec le milieu interstellaire. Le gaz du milieu interstellaire, ce n'est pas le vide. Et pour des raisons qu'on n'a pas encore comprises, à proximité de cette étoile, il y a encore pas mal de matière qui permet à ce vent stellaire d'entrer en collision avec elle et donc d'accélérer des particules et d'émettre du rayonnement synchrotron. L'échelle de couleur ici, en gros, c'est une échelle de couleur qui vous donne la pente de la droite que j'ai représentée tout à l'heure en échelle logarithmique. Les valeurs négatives, donc typiques du rayonnement synchrotron, c'est tout ce qui est vert, bleu et violet. C'est du rayonnement synchrotron. Et à droite, un autre exemple. Là, c'est un cas un peu plus particulier. C'est une étoile qui n'a pas un vent aussi puissant que dans ce cadre-ci,
Mais cette étoile, manifestement, elle était dans un système binaire. Son compagnon, il a explosé en supernova. Et ce qui arrive parfois quand on a des supernovas qui explosent dans un système binaire, c'est que l'étoile qui n'a pas encore explosé, elle est expulsée et elle se déplace, et donc elle s'écarte de son lieu d'origine. Donc son lieu d'origine, où elle a plus ou moins dépouillé l'environnement pour se former, il n'y a plus des masses de matière, seulement elle se déplace. Et elle traverse des régions, il y a encore plein de matière. Du coup, le vent stellaire interagit avec cette matière-là. Et c'est ce qu'on observe là aussi, avec ces structures de choc surlignées par le rayonnement synchrotron, qui est bien révélé dans ce cadre-là. Alors on va quitter notre galaxie et parler de ce qu'on appelle les galaxies dites radio, qui portent ce nom-là parce qu'elles sont particulièrement remarquables dans le domaine radio. Ces galaxies, tout comme notre galaxie, ont un trou noir supermassif au cœur. Mais quand ces galaxies étaient encore jeunes et que ces trous noirs étaient très actifs et avalaient plein de matière, ils généraient aussi des jets extrêmement intenses, mais des jets à des vitesses proches de celles de la lumière. Donc matière expulsée à très grande vitesse qui interagit avec le milieu intergalactique. Encore des chocs. Et là, rayonnement synchrotron, essentiellement au niveau des lobes d'émission qui sont ici. La galaxie, elle est toute chétive ici au cœur. L'essentiel de l'émission radio, elle vient de ces lobes qui résultent de l'interaction de ces jets avec le milieu intergalactique. Cet exemple-ci, c'est SIG-A, c'est une des sources radio les plus remarquables, aussi identifiée pour la première fois par Grote-Reber à la fin des années 30 et début des années 40. Autre exemple de galaxie radio. Là, je vous montre cet exemple-ci parce que, donc c'est Centaurus A. Si vous pouvez distinguer ici la partie inférieure droite, c'est la galaxie telle que vue dans le domaine visible. Et on voit quelque chose de brillant, des zones plus sombres, c'est normal parce qu'il y a de la poussière dans le milieu interstellaire qui occulte une partie de la lumière des étoiles. Donc c'est une vision typique d'une galaxie typique. Si on voyait notre Voie lactée sur la tranche de loin, on verrait à peu près ça. Donc là, il n'y a rien de spectaculaire. Maintenant, si on regarde ce qui se passe en radio, la galaxie, en gros, on ne la voit quasi pas. Par contre, on voit des grandes structures, ici en violet, qui sont des lobes d'émission liés à l'accélération des particules. Si on n'avait pas braqué un télescope radio sur une cible comme celle-là, on penserait que c'est une simple petite galaxie, un peu comme la nôtre, sans aucune particularité remarquable. En fait, ces structures-là n'auraient jamais été révélées sans l'observation dans le domaine radio. Oui ? Toutes les galaxies n'ont pas ces zones d'expulsion comme ça ? Non. Non. Alors, dans les galaxies, je dirais, plus lointaines, et donc qu'on observe quand elles étaient plus jeunes, maintenant, ces trous noirs étaient particulièrement actifs, mais à des degrés divers. Et cette activité en termes de production de jets est liée à l'activité des trous noirs en termes d'accrétion de matière. Et on connaît des milliers de galaxies radio avec des morphologies très différentes. Celles-ci, c'est les plus spectaculaires avec des lobes très brillants et très peu de brillance à la base du jet. D'autres, pour des raisons pas toujours bien connues, sont plus brillantes au niveau de la base du jet, mais quasi imperceptibles au niveau des lobes. Donc beaucoup de choses qu'on ne comprend pas encore, mais voilà, il y a des diversités morphologiques. Et si on regarde des galaxies, la nôtre, par exemple, voilà, il n'y a pas des jets comme ça. Son trou noir pur massif, il est très calme. Hein. Ah oui, il est très pépère. Parce que là, ce que j'essaie de comprendre dans ce paradoxe, c'est que le trou noir, normalement, n'éjecte rien du tout, n'éjecte pas de matière. Mais là, il y a quand même des jets de matière. Donc ça veut dire quoi? Que le trou noir est en train d'exploser lui-même? Non. Donc, le trou noir n'explose pas, mais c'est, je dirais, donc, le trou noir en soi lui-même, il est en rotation extrêmement rapide. Et c'est au niveau de l'axe de rotation du trou noir que toute la physique avoisinante du trou noir, et pas au cœur du trou noir, même, génère ces jets qui ne sont pas encore extrêmement bien compris, mais qui notamment résultent d'une espèce de rééquilibrage, le champ magnétique intervient en effet, d'une espèce de rééquilibrage en termes de moments cinétiques gagnés, parce que quand il avance de la matière, il gagne plein de moments cinétiques, à un moment donné, ça ne tient plus en place, et il évacue comme il peut, et notamment par les jets. Oui. Et enfin, le dernier exemple que je vais mentionner, j'arrive au bout de l'exposé. Donc, on n'a pas dit galaxies. Les galaxies sont aussi présentes en amas. Mais ces amas de galaxies ne sont pas figés dans l'espace. Ils sont aussi en mouvement. Et il arrive que ces amas de galaxies entrent en collision. Du coup, là aussi, on a des chocs.
Et ici, on a un exemple assez connu de structure qui résulte d'un choc entre deux immenses amas de galaxies, hein, avec une structure qui fait quelques millions d'années-lumière en extension, qu'on a baptisé la brosse à dents, vous comprendrez pourquoi. Et on parle de reliques radio parce que quand les premières structures de CIP ont été identifiées, il a tout de suite été pensé que c'était le résidu, la fumée qui sort du canon, en gros, après une collision de galaxies. Et en effet, c'est un peu ça. Donc on parle de reliques radio, celle-ci de la brosse à dents. Et vous voyez ces structures de choc. Là, de nouveau, vous avez l'échelle de couleurs qui vous renseigne sur la pente du spectre synchrotron. Si c'est négatif, c'est synchrotron. Mais tout ce qui est vert et tout ce qui est bleu, c'est synchrotron. Et voilà, c'est fait. Tout est dit, c'est du réellement synchrotron. Et en fait, là, de nouveau, c'est le choc qui accélère des particules. Et puis, en plus de ça, si on voit ce qui se passe à un peu plus grande distance de cette structure-là, il y a d'autres émissions synchrotrons plus diffuses, mais il y a des électrons qui se sont échappés de cette région-là, donc on revient à ce que vous abordiez tout à l'heure, mais qui ont pu être réaccélérés, cette fois, par le mécanisme de Fermi initial. Parce que là aussi, il y a plein de turbulences magnétiques qui se promènent, et donc on retombe dans le cas des miroirs magnétiques de Fermi, où des électrons préaccélérés par le choc, qui arrivent à s'échapper sans être refroidis par rayonnement synchrotron, eh bien, sont réaccélérés par des turbulences magnétiques, ce qui entretient une population d'électrons relativistes, même à grande distance du choc. Alors juste pour résumer, donc, je pense avoir insisté sur le fait que l'astrophysique radio a ouvert une nouvelle fenêtre extrêmement importante, et qui a permis de découvrir beaucoup de nouvelles choses, que des mécanismes d'accélération de particules sont clairement actifs et sont identifiés, et jusqu'à présent ne sont pas encore été mis en défaut, donc ça semble tenir la route, et qui sont identifiés, ces accélérateurs, grâce au rayonnement synchrotron émis par les électrons relativistes dans le domaine radio. Et troisième point, on a vu qu'un certain nombre d'environnements astrophysiques donnent lieu en effet à ces mécanismes. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est les principaux que j'ai mentionnés ici. Ce qui est intéressant aussi en termes de transversalité des processus plus fondamentaux de physique qu'on retrouve dans des environnements différents. C'est la même physique, c'est le même mécanisme. On change juste un petit peu les paramètres, mais c'est la même chose en gros. Et pour terminer, je vais juste vous montrer cette déclaration d'intention du début de la présentation, à savoir que je m'engageais à tenter de vous donner quelques éléments de réponse aux questions qui étaient posées. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil et j'espère que au moins vous aurez quelques éléments de réponse pour ces questions-là. Et il est temps. Je vous remercie pour votre attention. Lors de une des premières images que vous avez montrées, la première radio-antenne où l'ingénieur l'a détectée par accident, oui. Comment il a détecté une reproductibilité toutes les 23h56, mais comment est-ce qu'il savait que le rayonnement venait du centre de la galaxie? Comment est-ce qu'on peut savoir ce que l'on vise? À ce moment-là, il ne le savait pas. À ce moment-là, il ne le savait pas. Il a pu identifier cette récurrence, voilà, qui disait, en gros, c'est pas le Soleil, sinon ce serait 24 heures. Ce n'est que par la suite, quand des instruments, un premier suspect en tout cas, ça a été en effet le centre galactique, mais sans être confirmé de manière, je dirais, profonde. Et c'est quand d'autres équipements se sont développés, notamment peu après, Grothe-Reber avec son premier instrument, qu'en fait une différence fondamentale entre l'équipement utilisé par Jansky et celui, pour la première fois, utilisé par Grothe-Reber. Vous voyez que le premier, j'ai un peu blagué en disant ça ressemble un peu à un fil à linge. Et comme vous dites, c'est des instruments qui ne sont pas directionnels. On détecte quelque chose, ça vient de là, de là, de là, on ne sait pas, on l'a détecté. Donc c'est à grand champ, mais on ne sait pas d'où ça vient. L'instrument utilisé par Grothe-Reber, vous savez, c'est un réflecteur. Là, le réflecteur, il est directionnel. Il pointe dans une direction donnée. Si je pointe mon réflecteur là et quelque chose se passe là, je ne suis pas au courant, je ne le détecte pas. Par contre, en scannant le ciel et je m'arrête à un endroit et je vois quelque chose, ça veut dire que par là, je détecte quelque chose. Donc cette directionnalité, elle est apportée, nous, dans les premiers instruments de l'époque, par les premiers réflecteurs, en fait. Et toujours maintenant, le design des réflecteurs est utilisé, pour autant que les fréquences radio ne soient pas trop basses, parce que ça ne marche plus quand c'est trop bas, mais sont utilisées justement pour ce caractère directionnel apporté par l'instrument.
Et quand on utilise un réseau de télescopes interférométriques, on affine encore la directionnalité, parce qu'en fait, en gros, un observatoire radio, un réflecteur seul, il pointe dans une direction et en gros, je n'obtiens pas une image. J'obtiens juste que, tiens, je détecte quelque chose. Il y a du signal par là. Je n'ai pas une image, je n'ai pas des pixels avec l'information distribuée sur le ciel. Je détecte quelque chose là. Donc si je veux faire une image, il faut que je pointe à plein de directions et que je note où j'ai du signal et où j'en ai pas. Quand on a des réseaux interférométriques comme ça, avec plein de télescopes, ben là c'est différent. Parce que là, c'est des techniques extrêmement compliquées qui permettent de reconstruire des images de manière indirecte. C'est de l'artillerie de transformer Fourier épouvantable pour reconstruire une information avec les informations qu'on a. Donc ce n'est pas une image très belle, ce n'est pas toujours une image très belle parce qu'on n'a pas toutes les informations requises, mais on reconstruit une information sur base du signal collecté par plein de télescopes en même temps. Donc la notion d'imagerie dans le domaine radio est assez délicate à aborder, d'où le prix Nobel pour Martin Ryle en 1974, parce qu'il a développé les techniques d'interférométrie, qui après ont été transposées à d'autres domaines spectraux, mais ça a été fait pour la première fois en radio. Parce que là, on avait un problème d'imagerie qu'on n'avait pas qu'on avait résolu depuis longtemps dans le domaine visible, mais en radio, on était confronté à des problèmes tout à fait inédits en fait. Merci. Oui. Je peux encore poser une question. Vous avez parlé d'électrons relativistes et je ne vois pas la relation rayonnement synchrotron avec relativiste. Je vois qu'il n'y a que quand l'électron est relativiste et qu'il est accéléré qu'il émet une énergie suffisante pour qu'elle soit détectée. Mais en tant que telle, toute particule accélérée émet du rayonnement. Je suis d'accord, toute particule accélérée émet du rayonnement. Et si je prends tout électron, mais non relativiste, dans une région de l'espace avec un champ magnétique, il va avoir cette cinématique émission de rayonnement. Mais là, ce sera du rayonnement cyclotronique. Vous augmentez son énergie, vous allez commencer à affecter l'émissivité et des harmoniques vont commencer à apparaître en plus de la fréquence cyclotronique. Le rayonnement synchrotron, c'est le cas limite extrême. Vous avez tellement d'harmoniques que vous avez une émissivité en continuum. Conceptuellement, c'est la même chose, je suis d'accord avec vous. Mais le rayonnement synchrotron, c'est le cas extrême d'un rayonnement de type cyclotronique, mais où des effets relativistes interviennent de manière majeure pour affecter l'émissivité. En fait. Oui. Ça, je savais pas. Je suis content d'avoir appris quelque chose. Ah, oui. Question que je me posais, je sais pas si on entend. Le Big Bang lui-même est-il un accélérateur de particules et détecte-t-on du rayonnement synchrotron dans l'image fossile, enfin le résidu fossile? Non, l'image fossile, c'est uniquement du rayonnement thermique qui est lié, je dirais, au refroidissement du... L'univers était très chaud, en s'étendant, il se refroidit, et on voit cette signature-là. Mais ce n'est pas du tout lié à des processus non thermiques, en fait. C'est purement, platement, bêtement, distribution de rayonnement thermique en raison de la température de l'univers, comme on la mesure par du rayonnement purement thermique, comme un rayonnement de corps noir, par exemple. C'est bêtement ça. Ouais. Non, pas que je sache, non. Et ces mesures du fond diffus cosmologique se font uniquement en radio satellitaire ou en radio terrestre aussi ou, parce que les images qu'on connaît, c'est des satellites en radio. Hein. Oui, tout à fait. Et c'est les plus précises qu'on puisse obtenir, en fait. Pourtant, la taille du détecteur est beaucoup plus petite, donc la résolution devrait être moindre. Ça veut dire que l'atmosphère... Aussi de sensibilité, aussi, peut-être. Là, je connais beaucoup moins. Ça, les domaines spectraux, vraiment pour le rayonnement fond cosmologique, je suis moins au fait de ça, mais notamment avec Planck, ce genre de choses, où on a des images tout à fait remarquables. Mais le principe de détection exact qui fait que c'est la solution, ce n'est pas clair dans mon esprit, non. Et je sais qu'au niveau du sol, il n'y a rien qui se fait à ce niveau-là, en tout cas. Ça, c'est clair. On ne fait rien au niveau du sol à ce niveau-là. Je n'ai plus clairement en tête les raisons pour lesquelles, mais c'est ces instruments spatiaux qui étaient nécessaires pour le faire. Il y a eu Kobe avant, et puis il y a Planck. Là, c'est clairement les solutions actuelles. Oui. Oui. Et de la même façon, l'astronomie plutôt des hautes énergies, c'est aussi uniquement satellitaire ou...
Alors, je dirais presque, et je m'explique. Le problème de l'atmosphère, enfin, généré par l'atmosphère, c'est que les photons de plus haute énergie, ben, ils ne traversent pas. Donc si on met un détecteur sensible aux rayons X ou aux rayons gamma sur le sol, on attend qu'il se passe quelque chose, ben, il va peut-être mesurer des parasites, mais le signal astronomique dont on a besoin, il ne va jamais le mesurer. C'est une interruption. Donc en rayons X et en rayons gamma jusque, je dirais, les quelques dizaines de gigaélectronvolts, en gros, les solutions spatiales sont de mise et on ne peut pas passer à côté. Il faut des détecteurs au-dessus de l'atmosphère. Maintenant, là où j'apporte une nuance, c'est pour les très hautes énergies, quand on approche du téraélectronvolt. Parce que là, on peut tricher un petit peu. Un détecteur, c'est quoi? C'est un dispositif qui va convertir un signal arrivant en un signal mesurable. Eh bien, on va utiliser l'atmosphère comme détecteur. Une particule ou un photon très énergique qui traverse l'atmosphère va générer ce qu'on appelle les cascades atmosphériques, qui va générer toute une population de particules chargées, et ça va émettre du rayonnement. Eh bien, on mesure ce rayonnement-là, qui nous renseigne sur le photon ou la particule initiale qui interagit avec l'atmosphère. Et ces cascades atmosphériques, elles se manifestent notamment qu'une fluorescence en UV, ou aussi la lumière Cherenkov. Hein, c'est très ténu, mais on les détecte avec des télescopes visibles, mais des grands, qui font une grande surface collectrice parce que c'est des sources extrêmement faibles. Et ce qu'on fait, c'est qu'on utilise plusieurs télescopes au sol, mais pas en interférométrie, cette fois. En fait, l'événement, quand il arrive, il y a la direction d'arrivée, puis il y a un cône d'émission qui se fait en 3 dimensions. Ce qu'on fait, on utilise l'effet stéréoscopique, donc ce qu'on fait avec nos 2 yeux pour voir en 3D. On a plusieurs télescopes qui regardent la même chose. On reconstitue en 3D la forme du cône, et par modélisation, on prend l'axe du cône, on arrive à la source. Et là où le radio peut intervenir, c'est que ces cascades atmosphériques génèrent aussi du rayonnement radio, mesurable à très très basse fréquence alors. Et là, avec des designs de type fil à linge, si je puis dire, hein, mais très étendus et très compliqués. Notamment en Europe, il y a l'observatoire LOFAR, dont un des gros thèmes de recherche, c'est l'étude des cascades atmosphériques générées par les rayons cosmiques. Donc, voilà. Et c'est un des gros thèmes scientifiques, d'ailleurs, pour l'étude de la physique des rayons cosmiques. Donc ces particules chargées très énergétiques. Hein. Le domaine radio de très basse fréquence est un des outils majeurs. Oui. Des instruments, la physique des neutrinos, la recherche des neutrinos, ou alors des ondes gravitationnelles avec le télescope Einstein, oui. Ça va avoir pour but de cartographier l'univers ou pas? Alors, deux choses. Cartographier, je ne dirais pas ça. Par contre, les exemples que vous citez sont des exemples remarquables, ce qu'on qualifie maintenant de l'astrophysique multimessagère. Je vous ai parlé de l'intérêt de l'astrophysique multifréquentielle. Là, on est rentré dans l'ère de la multimessagère grâce aux ondes gravitationnelles, qui est un autre vecteur d'information. En fait, on a besoin d'informations pour étudier l'univers, du moins les sources de rayonnement qu'ils contiennent. Et les ondes gravitationnelles ont ouvert une fenêtre supplémentaire, puisqu'on a un autre vecteur d'information que sont ces ondes gravitationnelles. Donc, au niveau des ondes gravitationnelles, l'idée, ça va être de multiplier les observations, parce qu'on est encore au balbutiement, de perfectionner davantage les techniques d'observation pour augmenter le pouvoir de diagnostic de ces outils-là pour leur lier à l'information physique, parce qu'entre la mesure et l'information physique à la fin des conclusions d'un article, le cheminement est extrêmement long. Et ça s'affine, et c'est des techniques de traitement de données très sophistiquées qui doivent se mettre au point, qui se perfectionnent. Jusqu'à présent, les événements d'ondes gravitationnelles, c'était les plus, je dirais, remarquables, des choses assez frappantes, forcément, comme toujours, une nouvelle fenêtre s'ouvre, c'est ce qui est le plus évident qu'on trouve. Mais il y a plein d'autres choses qui sont cachées, qui sont à la limite de ce que l'on connaît, qui mettent à l'épreuve certaines compréhensions de notre physique, avec des phénomènes peut-être moins spectaculaires, mais aussi riches en informations. Et donc là, je sais qu'il y a beaucoup d'équipes dans le monde, notamment des gens à Liège, qui se développaient justement une manière d'exploiter l'information collectée par des interféromètres de type Einstein, LIGO, etc., pour extraire des informations sur des choses moins spectaculaires que deux trous noirs qui se rentrent dedans. Voilà, tout simplement.
parce que je dirais l'espèce de zoo d'événements astronomiques susceptibles de donner lieu à une onde gravitationnelle est plus étendu que la simple collision de trous noirs ou d'étoiles à neutrons. Et ça, c'est pas encore bien connu, c'est à l'exploration. Maintenant, pour les neutrinos, là, c'est une autre histoire. Les neutrinos, ça fait longtemps qu'on en parle, il se passe plein de choses, mais c'est pas encore mûr, en fait. Les neutrinos, le problème, c'est leur section efficace extrêmement faible. Ils interagissent tellement faiblement qu'en gros, là, on se fait traverser par 2 neutrinos. Je sais pas vous, moi, je suis pas au courant. Je sens pas. Hein. Et ça, c'est une source d'information, mais là, il y a beaucoup de choses qui doivent encore se développer. Il y a des progrès importants qui sont en train de se mettre en œuvre. Je sais bien que des grands détecteurs, en fait, dans des montagnes ou sous la mer, pour détecter tout ça. Mais là, un des problèmes, c'est aussi la directionnalité pour l'associer à une source donnée. Et l'intérêt, ça va être plutôt, dans un premier temps, d'essayer de conférer un peu de directionnalité dans les techniques de détection pour associer des détections éventuelles à une source astronomique donnée. Et non pas encore de faire une grande cartographie ambitieuse, mais en tout cas des événements un peu remarquables, l'explosion de supernova par exemple. Hein. Le Soleil aussi, évidemment, il en aimait pas mal, et on est juste à côté, donc pourquoi pas. Donc je pense que la première étape va surtout être ça, la directionnalité pour associer des mesures significatives de neutrinos, donc plus que quelques unités au bout de 6 ans, hein, associées à des sources astronomiques données. Mais si ça interagit peu, ça doit être relativement à ligne droite, les détecteurs... Oui. Oui, mais ça ne veut pas dire que la résolution angulaire est excellente. Ah oui. En effet, il y a une information sur la directionnalité. Oh, ça vient de par là. Mais par là, il y a du monde, quoi. C'est ça la grande question. Et c'est un problème de l'astronomie depuis qu'elle existe. Le début de l'astrophysique gamma, c'était catastrophique. On détectait un rayon gamma. Il vient d'où, je ne sais pas, mais on l'a détecté. Et après, on a commencé à resserrer. Avant, on avait des boîtes d'erreurs sur les positions des sources gamma. Il y avait tellement de choses dedans qu'on pouvait dire tout et son contraire. Maintenant, ça s'est affiné. Mais ça va encore s'améliorer parce qu'on est encore loin du compte par rapport à ce qu'on voudrait faire. Et ça va se perfectionner. Je n'ai pas de doute là-dessus, mais ça demande du temps. Ouais. Donc. Merci pour ton très bel exposé. J'ai un peu une question d'intrus. Je me suis rendu compte que finalement, Fermi il avait fait beaucoup de choses. Ouais. Je connais un peu ce qu'il fait du côté, je vais dire, nanoscopique, où il étudiait le gaz électron à des vitesses qui sont relativement faibles pour en déduire un certain nombre de propriétés. Est-ce que dans le domaine des vitesses relativistes, où il y a tous ces échanges d'énergie, où il y a un impact en fait des champs magnétiques qui sont, on va dire, créés et qui sont aussi présents, est-ce qu'il y a des études de type simulation numérique pour comprendre les phénomènes de transfert d'énergie entre les électrons? Je ne les connais pas. Ouais. S'il y en a, moi j'ai le point de vue de l'astrophysicien. Oui, bien sûr, oui. C'est méchant, si je puis dire, oui. Qui est parfois très éloigné. On fait de l'appliqué, je dirais, mais si on s'intéresse à de la physique, on a dans toutes sortes d'environnements, ça reste quand même assez appliqué. Et je n'ai pas connaissance d'études de ce type. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais personnellement, je n'en ai pas connaissance. C'est complètement en dehors de mon détecteur. Bien, tout à fait. Oui. C'est pour ça que je dis que c'est une question d'intrus. Oui, non, mais je ne connais pas vraiment. Je ne peux pas dire, non. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour que je puisse passer le micro? C'est peut-être simple, mais comment se fait-il que, quand la collision est frontale, on passe du 2e degré au 1er degré, là, dans la relation de Fermi? Deuxième ordre, premier ordre. Oui, c'est ça. Oui, parce que quand les collisions sont vers l'arrière, Fermi a montré que ça se soldait par une perte d'énergie. Statistiquement, il y avait un risque de perte d'énergie pour l'électron. Donc, au gré de multiples interactions, il va gagner de l'énergie, puis il en repère un peu, puis il en regagne, puis il en repère. Donc, c'est pas très efficace. Tandis que dans les frontales, c'est gain à chaque fois. C'est ça qui fait la différence entre le V sur C et le V sur C carré. C'est sur l'ensemble. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Donc le V sur C, c'est la résultante d'un processus itératif. Hein. En gros, voilà, c'est statistique. Voilà. Ouais. Donc, comme il y a des zones de l'univers où des particules sont accélérées, donc il y a des courants de particules, je dirais, dans l'univers. Et donc, je fais la comparaison avec les courants marins dans les océans. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait dessiner
des zones, enfin des grands courants de particules dans l'univers, et peut-être même des endroits où elles s'accumulent, d'autres endroits où, un petit peu comme les gyres océaniques? Je ne pense pas. Vous parlez des particules relativistes en particulier? Non, parce qu'en fait, leur cinématique est complètement redistribuée de manière aléatoire. Au gré d'interactions aléatoires avec, voilà, turbulence du champ magnétique, etc., là, on n'a aucune directionnalité. Quand on détecte un rayon cosmique, on en détecte notamment, je parlais des cascades atmosphériques, etc., avec les télescopes Cherenkov ou voire avec le domaine radio, on a la direction quand il rentre dans l'atmosphère, mais il vient de là, de l'autre côté de la Terre, on n'en sait rien. Donc là, en termes de... Parce que courant signifierait une forme de systématisme et d'ordre en quelque sorte, et de concertation. Voilà. Mais là, il n'y a aucune concertation attendue ou constatée. Oui. Donc c'est probablement une sorte de diffusion alors en définitive, tout à fait. Qui est peut-être même récupérée par la gravitation quelque part ou... La gravitation n'a pas un impact majeur. En fait, quand on parle des particules relativistes, bon, déjà les électrons et le reste, on va faire une distinction. Les électrons, ils ont une section efficace d'interaction avec le champ magnétique ou avec des photons qui est tellement élevés qu'en gros, ils ne vont pas faire long feu généralement. Ils vont souvent perdre de l'énergie en émettant du rayonnement. Parce que l'énergie du spectre synchrotron, elle va être quelque part. Il va des électrons, donc ils perdent aussi. Donc c'est des processus de refroidissement pour ces particules-là. Par contre, refroidir des protons, des noyaux d'hélium, etc., c'est plus compliqué. Il y a d'autres processus qui agissent, mais c'est moins évident. Et là, donc, c'est ce qui va conditionner, je dirais, si je prends la galaxie par exemple, le contenu instantané en protons relativistes, par exemple, dans la galaxie, au-delà de quelques processus de refroidissement, c'est surtout la capacité de la galaxie à avoir une rétention des particules chargées et qui lui vient de son champ magnétique. Le champ magnétique, en fait, donc en gros, on parlait de diffusion avec interaction. Typiquement, on pourrait parler d'un libre parcours moyen des particules entre deux centres de diffusion. Okay. Ce libre parcours moyen, il est d'autant plus court que le champ magnétique est élevé. Et le champ magnétique, en gros, joue un rôle, en raison de cela, de confinement des particules dans le milieu galactique. Donc le contenu instantané en particules relativistes dans la galaxie, il vient de la compétition entre les sources qui accélèrent et qui les jettent dans la galaxie et les pertes dues aux lacunes de ce confinement, qui n'est pas parfait, parce qu'à un moment donné, il finit par partir. Donc c'est ça qui conditionne. Et à ma connaissance, nulle part la gravité ne va intervenir pour des particules individuelles. Oui. Oui. Les processus que vous avez montrés sont à des échelles, les images que vous avez montrées sont à des échelles entre les amas de galaxies, entre les germogalaxies et les supernovas. Oui. On a des échelles qui n'ont rien à voir. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Les structures de choc elles-mêmes, à l'origine de ces populations de particules relativistes, ça balaye des dimensions très larges, tout à fait, bien sûr. Mais c'est une transposition d'un même mécanisme physique, mais transposition à des échelles différentes. Ouais. Impressionnant. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Pour rebondir sur la dernière question, oui. Est-ce que vous avez pu montrer qu'il y avait des signaux de différentes échelles au même endroit, par exemple dans la brosse à dents pour les amas de galaxies? Est-ce qu'à l'intérieur de cette brosse à dents, vous pouvez retrouver des signaux de supernova ou de... Ça non, de supernova non, mais dans le... on a le plus, par exemple, pour le cas des structures comme voilà, l'Ehrlich, la brosse à dents, par exemple, et d'autres similaires. L'idée, c'est plutôt d'essayer d'accéder à une résolution angulaire, donc une qualité, une finesse d'imagerie suffisante pour voir des sous-structures, pour nous renseigner sur la structure du choc lui-même. Et le problème, c'est que c'est des sources lointaines et on est dans le radio de très basse fréquence. C'est lointain, ça veut dire que c'est plus difficile de voir les détails. Et comme c'est des très basses fréquences, c'est des très grandes longueurs d'onde, donc le lambda sur la taille du télescope, c'est grand. Donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir une meilleure résolution angulaire pour voir un peu plus finement ce qui se passe, mais avec la prochaine génération d'observatoires, on va faire un pas, mais qui ne permettra pas d'aller distinguer peut-être, s'il y en a un, je ne sais pas s'il y en a un résidu supernova là-dedans, on ne va pas le voir. On n'aura pas la qualité d'image pour le faire. C'est trop loin.
Parce que derrière ma question, il y a l'idée, dans cette super amas de galaxies qui provoque, enfin, l'hypothèse, ou je appelle ça une hypothèse, mais apparemment ça a l'air d'être fort confirmé, ça pourrait peut-être être aussi simplement le fruit de l'accumulation de signaux de type accélérateur, de type supernova, qui doivent être aussi en quantité énorme dans cette zone-là, étendue. À cette échelle-là, je dirais que qu'il y ait une contribution d'objets individualisés dans une émission diffuse, je suis d'accord, mais ce sera plutôt des galaxies radio, que ce soit des amas de galaxies. Et là, ce sont des amas de galaxies. Donc il y a plein de galaxies en fait. Et elles-mêmes peuvent avoir des comportements du style galaxies radio avec leur lobe d'émission. Et ça, ce sont des sources qui sont, mais je ne sais combien d'ordres de grandeur plus élevés à celles d'un résidu supernova par exemple, ou même d'une population de résidus supernova. Donc s'il y a une contribution à une émission diffuse qui ne vient pas du choc lui-même, c'est plutôt les galaxies radio elles-mêmes qui constituent l'amas qui vont contribuer. Mais à plus petite échelle, on ne va pas le voir. C'est négligeable par rapport à ce que peuvent fournir les galaxies radio elles-mêmes, en fait. Je vous en prie.